Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Après avoir vu la notion de particules élémentaires et la notion de noyau, nous allons nous intéresser à la description moléculaire de la matière. En effet, les atomes se structurent non seulement par des liaisons covalentes, mais aussi par des interactions faibles. Et nous allons montrer dans ce chapitre l'importance de ces interactions faibles dans la structure des macromolécules du vivant. Voyons tout d'abord la finalité du chapitre sur les molécules. La matière vivante est constituée de macromolécules. Donc les macromolécules sont des molécules qui ont un très grand nombre d'atomes, dont l'architecture et les propriétés dynamiques dépendent de plusieurs choses. Tout d'abord des liaisons covalentes. Les liaisons covalentes sont des interactions fortes, mais aussi elles dépendent des interactions faibles. Le chapitre sur les molécules va utiliser toutes les notions vues au cours de chimie, sur les liaisons covalentes, sur la stéréochimie, mais aussi sur les liaisons faibles, donc le type de liaison faible, les énergies typiques impliquées dans les liaisons faibles. Et en utilisant ces notions vues au cours de chimie, nous aborderons la structuration des macromolécules. Donc ce chapitre se base aussi sur des notions élémentaires d'électrostatique ou de thermodynamique que nous avons vues dans les chapitres précédents. Et enfin, nous illustrerons les conséquences de la structure des macromolécules biologiques par quelques exemples, mais ces conséquences seront largement illustrées aussi dans plusieurs autres cours, en particulier dans le cours de biochimie. Donc le plan du chapitre sera le suivant. Une première partie, nous reprendrons un petit peu la description moléculaire, et dans une deuxième partie, nous parlerons des interactions faibles. Quelques exemples d'applications pour ce chapitre. Les tissus vivants sont composés de protéines, d'acides nucléiques, de lipides, de sucres ou de métabolites même plus petits. Et donc, toute la structuration de ces molécules et toutes les propriétés dynamiques de ces molécules vont être importantes. Par exemple, pour les protéines, eh bien, en dehors de l'eau, les protéines forment 70% de la matière vivante en masse. Et donc la fonction de ces macromolécules dépend de leur architecture, c'est-à-dire de la structure, de l'assemblage des protéines entre elles. Comprendre ces architectures permet de concevoir des médicaments ciblant des réactions de façon beaucoup plus spécifique. C'est ce qu'on appelle le drug design. Donc si on comprend les sites actifs de ces protéines, eh bien on est capable de concevoir des petites molécules qui sont les médicaments qui vont pouvoir bloquer le fonctionnement de ces protéines. Un autre exemple sur un aspect un peu plus fondamental concerne la compréhension de l'architecture de l'ADN en double hélice. Donc cette architecture est connue maintenant depuis à peu près 50 ans. Eh bien, la structure de cette double hélice a permis de montrer que la double hélice est maintenue par un ensemble d'interactions faibles, qui sont des liaisons hydrogènes. Et grâce à ces interactions faibles, on a compris le processus ou les processus de réplication et de transcription. Et donc, chaque fois que la double hélice doit s'ouvrir et se refermer, c'est grâce à ces interactions faibles. Donc maintenant, nous allons revenir vers une description moléculaire de la matière. Et toutes les notions dont nous allons avoir besoin sont tout simplement les notions que vous avez vues dans le cours de chimie. Donc nous avons déjà vu au début de ce cours la description atomique. On a parlé du modèle de Bohr qui peut décrire un atome. Nous avons parlé longuement de la structure du noyau. Eh bien, les molécules, vous savez que c'est un ensemble d'atomes et qu'il existe des liaisons entre ces atomes qui sont des liaisons covalentes. Une liaison covalente,
c'est une mise en commun d'électrons. Donc il y a une structure du nuage électronique des atomes qui permet cette liaison covalente entre atomes. Les molécules organiques, elles, sont constituées des atomes suivants, de façon la plus générale, du carbone, hydrogène, oxygène, azote, ou bien aussi du chlore, brome, iode, soufre, phosphore, arsenic, qui sont des non-métaux. On trouve également des métaux comme le sodium, le lithium, le magnésium, le zinc, le cadmium, le plomb, etc. De façon un peu plus restrictive, dans les macromolécules biologiques, que ce soit les protéines, que ce soit l'ADN, les atomes principaux qu'on va rencontrer sont le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore et le soufre. Parmi toutes les macromolécules biologiques, les protéines font partie des plus importantes. Ce sont vraiment les véritables acteurs du vivant. Voyons maintenant comment se structurent les protéines. Donc vous savez que les protéines sont faites d'acides aminés. Donc ces acides aminés ont une certaine chaîne latérale. Il y a 20 possibilités pour cette chaîne latérale. Et la structure d'un acide aminé, vous l'avez ici, donc c'est NH2, CHR et COOH. Donc le carbone qui est au milieu, celui qui porte la chaîne latérale, c'est le carbone qu'on appelle le carbone alpha. Et maintenant, donc vous voyez que par exemple, ce carbone alpha, c'est un carbone tétraédrique. Il y a 4 atomes liés autour de lui. Ces atomes ne sont pas équivalents, donc probablement on aura des angles un peu différents de l'angle de 109 degrés. On a des distances NC, CC, CH qui vont être proches des distances usuelles pour ce type de liaison. Donc cet acide aminé va avoir une certaine conformation qui tiendra compte de toute cette stéréochimie. Maintenant, si on enchaîne les différents acides aminés pour faire une chaîne linéaire en utilisant des liaisons peptidiques, cette chaîne linéaire, c'est ce qu'on appelle la chaîne principale de la protéine. Donc vous mettez 2 acides aminés bout à bout. Le premier a une chaîne latérale R1, le deuxième une chaîne latérale R2, et ils ont la possibilité donc de faire une liaison peptidique qui est représentée ici en bleu turquoise entre le dernier carbone du premier acide aminé avec l'azote du deuxième acide aminé, en éliminant une molécule d'eau. Et donc ce qu'on appelle la liaison peptidique entre ce carbone et cet azote, vous l'avez représenté ici. Donc en bleu turquoise, les atomes de l'acide aminé N-1 et en rouge, les atomes de l'acide aminé N. Et vous voyez que cette liaison peptidique, par exemple, elle est plane à cause de ce carbone donc, qui est impliqué dans une double liaison avec l'oxygène. Maintenant, ça, ce sont des représentations planes. Encore une fois, maintenant, on va tenir compte de toutes les géométries et de toute la stéréochimie pour chacun de ces atomes. On va tenir compte des encombrements de chacun des groupements qui sont greffés sur ces atomes. Et donc, la chaîne polypeptidique va pouvoir adopter un certain nombre de conformations qui vont tenir compte de ces informations. Donc les liaisons peptidiques vont former l'ossature stable de la chaîne polypeptidique. Donc on a ces contraintes de stéréochimie, mais pourtant toutes ces contraintes n'expliquent pas le repliement global de la protéine. Donc les interactions, ou plus exactement les liaisons covalentes qui forment la chaîne polypeptidique, ne suffisent pas à expliquer la stabilité et la structure d'une protéine. Maintenant, ces notions, ces rappels sur la stéréochimie et sur les liaisons covalentes, on peut voir ce que ça donne dans le cas des protéines.
Donc vous savez que les protéines sont faites d'acides aminés. Donc ces acides aminés ont une certaine chaîne latérale. Il y a 20 possibilités pour cette chaîne latérale. Et la structure d'un acide aminé, vous l'avez ici, donc c'est NH2, CHR et COOH. Donc le carbone qui est au milieu, celui qui porte la chaîne latérale, c'est le carbone qu'on appelle le carbone alpha. Et maintenant, donc vous voyez que par exemple, ce carbone alpha, c'est un carbone tétraédrique. Il y a 4 atomes liés autour de lui. Ces atomes ne sont pas équivalents, donc probablement on aura des angles un peu différents de l'angle de 109 degrés qu'on a vu tout à l'heure. On a des distances NC, CC, CH qui vont être proches des distances qu'on a données tout à l'heure. Donc cet acide aminé va avoir une certaine conformation qui tiendra compte de toute cette stéréochimie. Maintenant, si on enchaîne les différents acides aminés pour faire une chaîne linéaire en utilisant des liaisons peptidiques, cette chaîne linéaire, c'est ce qu'on appelle la chaîne principale de la protéine. Donc vous mettez 2 acides aminés bout à bout. Le premier a une chaîne latérale R1, le deuxième une chaîne latérale R2, et ils ont la possibilité donc de faire une liaison peptidique qui est représentée ici en bleu turquoise entre le dernier carbone du premier acide aminé avec l'azote du deuxième acide aminé, en éliminant une molécule d'eau. Et donc ce qu'on appelle la liaison peptidique entre ce carbone et cet azote, vous l'avez représenté ici. Donc en bleu turquoise, les atomes de l'acide aminé N-1 et en rouge, les atomes de l'acide aminé N. Et vous voyez que cette liaison peptidique, par exemple, elle est plane à cause de ce carbone donc, qui est impliqué dans une double liaison avec l'oxygène. Maintenant, ça, ce sont des représentations planes. Encore une fois, maintenant, on va tenir compte de toutes les géométries et de toute la stéréochimie pour chacun de ces atomes. On va tenir compte des encombrements de chacun des groupements qui sont greffés sur ces atomes. Et donc, la chaîne polypeptidique va pouvoir adopter un certain nombre de conformations qui vont tenir compte de ces informations. Donc les liaisons peptidiques vont former l'ossature stable de la chaîne polypeptidique. Donc on a ces contraintes de stéréochimie, mais pourtant toutes ces contraintes n'expliquent pas le repliement global de la protéine. Donc les interactions, ou plus exactement les liaisons covalentes qui forment la chaîne polypeptidique, ne suffisent pas à expliquer la stabilité et la structure d'une protéine. Donc on a vu à la fois avec l'exemple des protéines et l'exemple des lipides que les liaisons covalentes ne suffisent pas finalement à définir quelle va être la conformation la plus stable de la molécule. Et donc il faut faire intervenir d'autres notions, et ces autres notions sont les interactions faibles. Donc on a déjà dit que les atomes dans une molécule sont liés par liaison covalente. Les liaisons covalentes sont des liaisons dites fortes, mais il faut voir aussi que la répartition de charges autour des atomes dans une molécule n'est pas forcément uniforme. Il y a des charges locales qui peuvent apparaître. Il y a aussi des fluctuations des nuages électroniques dans le temps possible, avec des influences d'un atome à l'autre. Il y a l'existence de dipôles lorsqu'il y a justement des charges un petit peu délocalisées. Il y aura aussi des dipôles induits lorsqu'il y aura des fluctuations de charge. Donc tout ça fait que il est possible d'avoir à l'intérieur d'une molécule ou entre molécules différentes interactions qui vont être des interactions faibles. Alors, il s'agira d'énergie électrostatique,
donc des interactions électrostatiques. Il s'agira de liaisons hydrogènes. Il s'agira d'interactions entre dipôles ou entre une charge et un dipôle. On verra aussi les liaisons de Van der Waals, également l'effet hydrophobe. On peut aussi citer les interactions entre cycles aromatiques, etc. Donc il y a un ensemble d'interactions faibles. Alors quand on parle d'interactions faibles ou fortes, c'est toujours relatif, donc il faut donner des chiffres. Typiquement, dans une liaison covalente, l'énergie est de 200 à 800 kJ par mol. Alors que dans une liaison faible, l'énergie sera de 1 à 50 kJ par mol. Nous n'allons pas détailler toutes les expressions de ces interactions faibles, puisque vous avez tous les détails dans le cours de chimie. Mais le message est le suivant, c'est que l'architecture du vivant et son fonctionnement va reposer sur des interactions faibles. Alors que veut dire faible? Faible, c'est toujours relatif à quelque chose, c'est faible par rapport aux interactions covalentes. Alors quand est-ce qu'on rencontre des liaisons électrostatiques? Bien, dans le monde des protéines, parmi les 20 acides aminés qui peuvent former les protéines, 4 peuvent être chargés dans des conditions de pH physiologiques. Donc par exemple l'arginine, qui peut s'écrire avec le code 3 lettres ARG ou avec le code d'une lettre R. La chaîne latérale de l'arginine, vous le voyez ici, se termine par un NH2 chargé positivement. De même, la lysine, qui s'écrit K dans le code une lettre, se termine par un NH3 chargé positivement. L'aspartate, lui, qui est noté D, se termine par un CO au moins, donc une charge négative. Et de même, le glutamate, qui est noté grand E, se termine par CH2, CH2, CO au moins. Donc possibilité d'avoir soit des charges positives, soit des charges négatives. Maintenant, ces chaînes latérales à l'intérieur d'une même protéine peuvent être proches et donc pourraient interagir sous forme d'une interaction électrostatique. De même, on va trouver des charges dans d'autres molécules. Donc on a déjà évoqué les lipides qui pouvaient avoir des têtes chargées, les acides nucléiques, les ions, les métabolites chargés, etc. Et donc, on a de nombreuses possibilités d'interaction électrostatique, soit intramoléculaire, on l'a déjà évoqué pour les protéines, ou bien intermoléculaire, par exemple entre protéines et ions, ou bien entre protéines et métabolites, ou bien entre lipides et ions, etc. Une remarque, vous vous souvenez que les forces électrostatiques font intervenir la constante epsilon. Et cette constante epsilon va guider la force de l'interaction. Alors vous vous souvenez que dans le chapitre 2, nous avions vu que pour le vide, la permittivité relative epsilon R vaut 1, alors que pour l'eau, cette valeur est de 80. Donc ça va faire déjà une grande différence entre les forces électrostatiques qui peuvent se produire dans l'eau par rapport à celles qui peuvent se produire dans le vide. Le vide, c'est pas tellement un milieu qui va se produire dans le milieu du vivant. Par contre, nous aurons à considérer des milieux hydrophobes, comme par exemple les membranes de lipides. Et dans ces milieux hydrophobes, la constante epsilon R est proche de 5. Donc, la force électrostatique, vous vous souvenez, elle varie en 1 sur 4pi epsilon. Donc, dans l'eau, cette force électrostatique sera beaucoup plus faible que si elle était dans le vide, et elle sera aussi plus faible que si elle arrivait dans un milieu hydrophobe. Donc dans cette diapositive, nous allons faire une remarque sur la liaison hydrogène et nous intéresser à un cas particulier qui est la structure de l'eau. Alors vous savez que la molécule d'eau, c'est une molécule qui est HOH.
donc avec un angle entre HO et H de 104,5 degrés, des distances entre oxygène et hydrogène de 0,96 angstrom. Et on sait aussi que l'eau a des propriétés très différentes d'autres corps qui sont chimiquement voisins. Par exemple, si on considère H2S, donc S est relativement proche de l'oxygène, donc on pourrait s'attendre que H2S soit quelque chose, soit une molécule proche de la molécule d'eau. En fait, vous savez que H2S est un gaz à température ambiante. Et donc, les propriétés très différentes pour l'eau viennent du fait qu'il existe des forces de cohésion importantes entre les molécules d'eau. Et si on regardait à un instant donné dans l'eau, quelles sont ces interactions? Eh bien, il s'agit de liaisons hydrogènes, qui sont représentées ici en pointillés bleus, donc les molécules d'eau qui sont schématiquement en rouge. Et par exemple, si on regarde au niveau de l'oxygène est capable de faire 2 liaisons hydrogènes avec 2 OH qui seraient en face. Donc chaque hydrogène impliqué dans un OH peut faire une liaison hydrogène avec le O de la molécule d'eau. Et donc à un instant donné, on aurait un certain réseau de liaisons hydrogènes, donc des interactions nombreuses entre les molécules d'eau. Maintenant, si on considère l'eau liquide, dans l'eau liquide, il y a une agitation thermique, les molécules bougent sans arrêt, et donc il n'y a pas qu'un seul réseau de liaisons hydrogènes possible, mais il y a un réarrangement constant de ces liaisons hydrogènes. Et donc, globalement, il y a un grand nombre de configurations de liaisons hydrogènes possibles. Et ça se traduit par une entropie élevée. Maintenant, si on considère la glace cristalline, on va retrouver ces liaisons hydrogènes, mais cette fois-ci, elles vont être figées, puisqu'il n'y a plus l'agitation thermique, les molécules d'eau ne bougent plus, mais elles sont toujours en interaction entre elles. Mais les distances de ces liaisons hydrogènes sont plus grandes que dans l'eau liquide, ce qui fait que le volume occupé par la glace est plus grand que le volume occupé par l'eau liquide. Et donc on peut revenir sur un exemple qu'on a déjà donné lorsqu'on a parlé d'entropie. Donc si maintenant on mélange dans l'eau des molécules ou un ensemble de molécules qui ne sont pas capables de faire des liaisons hydrogènes dans l'eau, on bloque les réseaux de liaisons hydrogènes. Et donc on limite le nombre de configurations possibles. Et donc forcément, l'entropie va diminuer, ce qui n'est pas une situation favorable. Donc de façon générale, ces molécules vont se regrouper entre elles pour figer le moins possible les réseaux de liaison H formés par les molécules d'eau. Donc les réseaux qui ne font pas de liaison H n'interagissent pas avec l'eau. On appelle ça des molécules hydrophobes. Hydrophobe, ça veut dire qui n'aiment pas l'eau. Et le regroupement de ces molécules s'appelle l'effet hydrophobe. Alors ça peut être le regroupement des molécules ou le regroupement d'une partie de ces molécules qui cherchent donc à se cacher de l'eau. La conséquence pour la structure des protéines est la suivante, c'est que parmi les acides aminés qui forment la protéine, certains ont un caractère hydrophobe, comme par exemple l'alanine, ou la valine, ou la leucine et l'isoleucine. Et donc le repliement de la protéine va se faire de telle sorte que ces acides aminés hydrophobes se retrouvent au cœur de la protéine pour ne pas interagir avec l'eau qui entoure la protéine. Donc cet effet hydrophobe va guider le repliement de la protéine. On peut donner un autre exemple, celui des membranes de lipides. Donc on a déjà vu que les lipides ont des chaînes aliphatiques qui n'aiment pas l'eau. Et donc si vous mettez ces molécules dans l'eau, ces chaînes aliphatiques ont tendance à se grouper pour ne pas faire d'interface avec l'eau. Alors une façon de se grouper, c'est de former ce qu'on appelle une bicouche, qui est représentée ici. Donc les têtes polaires
s'exposent vers l'eau, alors que les chaînes aliphatiques se groupent entre elles pour se cacher de l'eau. Alors cette organisation en bicouche, c'est une organisation possible pour les lipides, mais il en existe d'autres. La structure des lipides dans les membranes, sous la forme de bicouche, maximise donc l'entropie de l'eau. Donc revenons donc, dans le cadre de la structure de la matière biologique, à l'exemple de repliement des protéines. Alors, vous avez en dessous plusieurs figures. Donc, cette première figure représente un morceau de protéine. Donc, c'est juste le squelette de la protéine qu'on a représenté. Donc, la chaîne va du bleu vers le rouge. Donc, on a une première petite hélice, une boucle bleu turquoise, une deuxième hélice qui passe du jaune à l'orange, et ensuite une espèce de boucle en rouge. On peut représenter cette même portion d'une autre façon, en montrant pas seulement le squelette, mais en montrant toutes les chaînes latérales, c'est ce que vous voyez sur la figure du milieu. Ou on peut encore représenter ce morceau de protéine en montrant le volume qu'occupe chacun des atomes, donc on appelle ça le rayon de Van der Waals, et ce sont ces volumes qui sont représentés par des petits points, et vous voyez que cette fois-ci, ce morceau de protéine, c'est quelque chose de compact. Donc vous avez ici 3 représentations différentes d'un morceau de protéine. Alors si on revient maintenant donc à la notion de repliement, donc vous voyez que ces hélices, ces morceaux d'hélices que vous voyez à gauche, eh bien, adoptent un certain repliement entre elles. Et si vous regardez maintenant sur la figure du milieu, vous voyez qu'il y a des interactions entre ces différents morceaux, et en particulier dans le cercle rouge, vous voyez quelque chose qu'on appelle un pont salin. C'est une interaction entre un acide aminé chargé négativement sur la gauche et un acide aminé, donc c'est un acide aspartique, et un acide aminé chargé positivement sur la droite dans le cercle, qui est une arginine. Et donc ces deux chaînes latérales se font face et font une interaction. Donc vous voyez que c'est une interaction électrostatique qui contribue au maintien de l'hélice bleue avec le bout de l'hélice orange. Donc là, typiquement, on a un exemple d'interaction faible qui intervient dans le repliement de la protéine. Si maintenant on regarde le schéma de droite, où on voit représenter chaque atome sous forme d'une sphère de Van der Waals, vous voyez que toutes ces sphères se touchent. Ça veut dire qu'on a des interactions de type Van der Waals entre ces différents atomes, donc entre ces différents acides aminés, et tout ça fait que l'ensemble a une certaine cohésion. Donc, autre conséquence aussi de ces interactions faibles sur la structure de la matière biologique, la double hélice d'ADN, donc avec l'importance des appariements de base par liaison hydrogène. Ça a des conséquences importantes. Vous avez ici une représentation de la double hélice d'ADN dans une représentation dans l'espace. Donc on a chacun des brins, on a les 2 brins qui se surenroulent l'un sur l'autre. Chacun des brins, c'est ce qui forme l'ossature stable. C'est un brin est formé par des liaisons covalentes. Casser un brin d'ADN, ça nécessite une énergie importante. Donc c'est l'ossature stable. Et l'ensemble, donc la double hélice elle-même, elle est formée par ces liaisons hydrogènes entre soit un couple thymine-adénine, comme c'est représenté à droite, où on a 2 liaisons hydrogènes entre ces 2 bases, soit au niveau des couples cytosine-guanine, où cette fois-ci on a 3 liaisons hydrogènes. Et tout le long de cette double hélice, on a un ensemble de liaisons hydrogènes qui est important, et cet ensemble forme la cohésion de la double hélice. Et en particulier, une des conséquences, c'est que le fait que les bases soient appareillées par des liaisons faibles fait qu'il s'agit de quelque chose de réversible. On peut ouvrir la double hélice facilement et la refermer. Et donc ça a une conséquence importante au niveau fonctionnel. Donc pour la lecture d'un brin d'ADN, que ce soit au niveau de la transcription, au niveau de la réplication, pour pouvoir lire un brin d'ADN, il faut pouvoir ouvrir la double hélice. Donc il faut pouvoir apporter une énergie
qui ne soit pas démesuré pour ouvrir cette double hélice. Et donc on a énuméré et détaillé un certain nombre d'interactions faibles, et au final, ce qui va être important, c'est de faire le bilan de toutes ces interactions. Et donc ce bilan va conduire à un calcul énergétique dans lequel on va considérer l'énergie potentielle totale d'une molécule. Et cette énergie potentielle totale, c'est la somme de chaque contribution. Alors ça veut dire qu'au niveau d'une macromolécule, ça va être une somme très importante, parce qu'on a un grand nombre d'atomes, on a plusieurs interactions de nature différente, donc il faudra considérer tous les atomes individuellement et voir quelles sont les interactions possibles de cet atome avec les autres atomes. Et donc, une fois qu'on a écrit toute cette somme, eh bien, on va minimiser l'énergie, et c'est cette énergie minimum qui va nous dire, ou qui va nous conduire à la conformation stable de la macromolécule. Donc, vous pouvez vous imaginer que c'est quelque chose quand même d'assez complexe. Si, pour vous donner une idée, une protéine qui aurait 200 acides aminés, on a environ 10 atomes par acide aminé, donc ça fait plus de 2000 atomes, et donc si on considère les interactions de chaque atome avec chaque autre atome, ça peut donner une somme assez importante. Donc il existe des logiciels qui permettent ce calcul et qui tiennent compte de toutes les énergies potentielles. Alors vous avez vu aussi au passage que toutes les formes d'énergie potentielle ne sont pas des formes exactes, mais des formes approchées, qu'on espère être les meilleures possibles. On va tenir compte des données expérimentales. Donc on a vu que dans ces potentiels, il y a des constantes qui dépendent du type d'atomes impliqués, du type de liaison. Ça se détermine de façon expérimentale sur des petites molécules. Donc, ces logiciels contiennent tout ça, et à partir de là, on peut minimiser l'énergie. Alors, vu la complexité et aussi l'imprécision qui résulte dans ce calcul, on n'est pas capable de faire ce calcul en partant de rien pour une protéine. Donc, on a besoin d'autres informations expérimentales. Mais par contre, c'est un calcul qui va être très intéressant lorsqu'on considère les interactions entre une protéine et un ligand. Typiquement, ce genre de calcul peut être fait lorsqu'on fait de la conception de molécules à visée thérapeutique. Par exemple, on peut avoir une protéine qui est une cible intéressante. On sait que si on bloque sa fonction, ça peut être intéressant du point de vue thérapeutique. Donc, on va d'abord chercher un inhibiteur de cette protéine, qui sera une petite molécule. Et si on connaît l'interaction, si on connaît la structure de la protéine et de l'inhibiteur, on va pouvoir améliorer l'inhibiteur, le modifier et concevoir des molécules qui ont une puissance d'inhibition beaucoup plus importante et donc très intéressante pour la conception de médicaments. Et ça va pouvoir se faire par ces calculs d'énergie. Donc on modifie le ligand, on modifie des groupements chimiques, on regarde comment on modifie les interactions avec la protéine. Donc on va améliorer les qualités du ligand par calcul. Alors quelques remarques, on a déjà évoqué, les expressions de l'énergie potentielle sont souvent simplifiées, empiriques. Les constantes qui définissent les interactions sont elles également empiriques. Il est difficile d'évaluer toutes les contributions de façon précise, donc ce n'est pas globalement un calcul très précis. Et de toute façon, lorsqu'on parle d'une protéine, il existe différentes conformations qui ont une énergie voisine. Donc c'est pas toujours facile de définir vraiment l'énergie minimum. Et il se peut qu'une molécule, de toute façon, à température ambiante, coexiste avec différentes conformations. Et donc les conséquences fonctionnelles des interactions faibles, à la fois dans le repliement, mais aussi dans la fonction de ces molécules, sont que toutes les interactions et toutes les modifications structurales sont réversibles.
Donc, toutes les interactions qui ont besoin de se faire au niveau de la cellule vont pouvoir se faire et se défaire grâce à de l'énergie disponible dans la cellule. Et ça, c'est quelque chose d'important, et tout en gardant toujours cette ossature stable par ailleurs. Ossature stable, ça signifie donc qu'on ne casse pas les liaisons covalentes. Donc il peut s'agir de changements de conformation d'une protéine qui, en fonction de ses qualités fonctionnelles, justement, doit pouvoir adopter plusieurs conformations. La double hélice d'ADN, qu'on a déjà cité, les associations protéines-ligands qui doivent pouvoir se faire et se défaire, et toujours penser à l'importance de l'eau qui contribue à toute la structuration des macromolécules par l'importance des liaisons hydrogènes que fait l'eau avec ces macromolécules. Toutes les notions que nous venons de voir sont à la base des réactions enzymatiques ainsi que des interactions moléculaires qui sont nécessaires dans toutes les voies de signalisation cellulaire, et donc vous aurez l'occasion de les voir illustrées dans plusieurs autres cours. Résumons maintenant les notions importantes que nous avons vues dans le chapitre sur les molécules. Nous avons vu la liaison peptidique, donc l'enchaînement entre différents acides aminés. Nous avons fait un rappel sur les interactions faibles, sur les différents types d'interactions faibles. Nous avons évoqué leur ordre de grandeur, des énergies qui sont impliquées. Mais surtout, nous avons vu l'importance des interactions faibles dans le repliement et dans le fonctionnement des macromolécules biologiques. Donc nous avons illustré la conséquence de ces interactions faibles sur la structuration de la matière par quelques exemples. Et pour finir, voici quelques exercices portant sur ce chapitre.